Le 15 août 2006 à Tokyo, le Premier ministre se rend au temple dédié aux héros de l'histoire militaire japonaise. Parmi eux sont honorés 14 criminels de guerre, dont un général qui fut condamné à mort en 1946 pour sa responsabilité dans le massacre de Nankin. Cette visite au temple Yasukuni, comme d'ailleurs les précédentes, provoque de violentes manifestations en Chine. Le massacre qui eut lieu à Nankin, l'ancienne capitale chinoise, est au cœur du conflit larvé qui oppose encore, 70 ans après, la Chine au Japon. Que s'est-il passé au cours de l'hiver 1937 à Nankin ? Pour comprendre l'origine du massacre de Nankin, comme la montée des nationalismes en Chine et au Japon, il faut reprendre le fil d'une histoire aujourd'hui prise en otage par la politique. En 1937, le Japon impérial occupe la Mandchourie depuis 6 ans. Il y a créé un État fantoche et colonial au service du développement économique de l'archipel et de sa volonté de puissance. Le 7 juillet, la disparition d'un soldat japonais au pont Marco Polo, près de Pékin, donne au Japon le prétexte d'une nouvelle guerre d'invasion. Elle anticipe, comme la guerre d'Espagne en Europe, le prochain conflit mondial. Staline intrigue afin que les combats s'étendent au sud, loin de sa frontière avec la Mandchourie. En Chine, c'est l'union sacrée entre les communistes de Mao et les nationalistes du président chinois Chiang Kai-shek. Mao laisse aux armées du Kuomintang le soin de livrer bataille contre l'expansionnisme nippon. Après avoir envahi Pékin sans coup férir, les Japonais s'apprêtent à prendre Shanghai, la fleur au fusil. Ils vont rapidement déchanter. Au mois d'août, l'aviation japonaise pilonne la ville pensant qu'elle tombera sans livrer bataille. Mais contre toute attente, la résistance chinoise du Kuomintang est acharnée. Le 11 novembre, Shanghai finit par capituler. Le général Matsui, qui veut tirer profit de la victoire, demande à son état-major l'autorisation de marcher sur Nankin, la capitale chinoise. Tokyo hésite à lui donner son feu vert. America hates war. D'autant que Roosevelt, qui fournit ses armes au Japon, s'inquiète de l'ampleur des combats et menace de couper les vivres. America actively engages in the search for peace. Côté chinois, fait méconnu, l'armée du Kuomintang est équipée, habillée et entraînée par l'Allemagne nazie. 3 ans plus tard, ces alliances seront redéfinies par le pacte tripartite qui fait du Japon nationaliste le partenaire du Troisième Reich. L'armée de Chiang Kai-shek utilisait des armes allemandes et avait été très bien entraînée par des instructeurs militaires allemands. Elle était beaucoup plus forte que ce qu'imaginaient les Japonais. Cette méprise sur la force combative de l'armée de Chiang Kai-shek est une des raisons, une de plus, qui a provoqué le massacre de Nankin, dans la mesure où les pertes importantes chez les soldats japonais avaient attisé leur sentiment de vengeance. Matsui prend de court les tergiversations de sa hiérarchie et commence à marcher vers Nankin. Le 1er décembre, l'ordre officiel d'attaquer la capitale chinoise est donné. 100 navires de guerre japonais accostent sur la baie de Hangzhou. Le régiment remonte le fleuve Yangtze. En tout,
200 000 soldats, soit une quinzaine de corps d'armée, progressent par 3 voies différentes vers Nankin. Ils sont à peine ralentis par la résistance chinoise, très affaiblie depuis la défaite de Shanghai. Le 12 novembre 1937, après le débarquement sur la baie de Hangzhou, les bataillons japonais qui progressent vers Nankin exterminent les civils qui se trouvent sur leur passage. Et ils incendient les villes et les villages. Le 6 décembre, les Japonais sont arrivés aux portes de Nankin. Environ 20 000 soldats chinois ont péri dans les combats ou ont été exécutés par les Japonais qui ne font pas de prisonniers. Chiang Kai-shek, qui craint désormais pour sa sécurité, réunit ses ministres pour une ultime réunion de crise au siège du Kuomintang. Devant l'avancée des troupes japonaises, il donne l'ordre à ses généraux de se battre jusqu'à la mort. Lui-même décide de quitter la capitale et confie les 110 000 soldats chargés de défendre la ville au général Tang Chongzi. Dépassé par l'ampleur de l'attaque, Tang Chongzi s'enfuit à son tour le 12 décembre. Les soldats chinois décimés, sans commandement, abandonnent leurs uniformes et se cachent parmi la population civile. Quand mon père était en train de cultiver nos champs, un soldat du Kuomintang qui portait un fusil est venu vers nous. Il a dit « Monsieur » et il s'est agenouillé par terre. « Monsieur, je vous en supplie, donnez-moi des vêtements. » Le soldat lui a dit « Les Japonais vont bientôt venir. Demandez à vos filles de partir. Quand les Japonais seront là, ils vont les violer et les tuer. Dépêchez-vous de partir. » Mon père lui a donné une vieille veste. Le soldat a tout de suite enlevé ses vêtements et après, il a jeté son arme dans la rivière. Pour débusquer les soldats de l'armée chinoise, les Japonais arrêtent tous les gens qu'ils suspectent. Et ensuite, ils les exécutent. C'est ainsi qu'a commencé le massacre de Nankin. Nankin, fief de la lutte anti-japonaise, est enfin tombé. Précédant l'offensive historique sur Nankin, le beau temps régnait sur la campagne chinoise. L'irrésistible avancée de nos troupes s'est accélérée. Après 4 mois de durs combats, les barbes ont poussé, les uniformes sont fripés, mais le moral de nos combattants a retrouvé sa vaillance. Chacun de nos valeureux régiments, dans leur incroyable offensive, veut avoir la fierté d'être entré le premier à Nankin. Le 13 décembre, l'armée japonaise menée par le prince Asaka, un membre de la famille impériale, et le général Matsui, entre dans une ville jonchée de cadavres. Deux jours après l'entrée des forces japonaises à Nankin, l'ordre du nettoyage de la ville, autrement dit du massacre, est fourni par l'état-major nippon. C'est le prince Asaka, commandant du corps expéditionnaire à Shanghai, qui a donné cet ordre. Évidemment, dans la pratique, l'ordre a été délivré par les officiers de l'état-major, mais juridiquement, c'est bien Asaka qui en est responsable. Dans le journal du commandant Nakajima du 16e bataillon japonais, il est écrit qu'il ne faut pas faire de prisonniers de guerre, mais qu'il faut tout nettoyer. Nettoyer, ça veut dire tuer. Les jeunes recrues japonaises, fanatisées par la guerre et le nationalisme, traumatisées par la bataille de Shanghai, sont chargées de débusquer les soldats chinois cachés dans la population civile. Avec l'assentiment de leur hiérarchie, les soldats japonais laissent exprimer leur rage. La ville est livrée au pillage, au viol et aux assassinats. 20 000 femmes seront violées au cours du massacre et beaucoup tuées afin d'éviter qu'elles ne témoignent. Le matin du 13 décembre 1937, beaucoup de soldats japonais ont fait irruption chez moi. Ils étaient comme des bêtes. Mon père a ouvert la porte, les Japonais l'ont tué tout de suite. Ma mère, qui portait ma petite sœur dans ses bras, s'est cachée sous la table. Ils ont battu ma mère à mort après l'avoir tirée de sous la table.
Moi, avec mes grands-parents et mes 3 sœurs, on s'est cachés dans une chambre, dans un lit, sous les draps. Finalement, mes grands-parents ont été tués. Je les revois allongés par terre des 2 côtés du lit. Après, les Japonais ont tiré du lit ma grande sœur, ils l'ont appuyée contre la table et ils ont déchiré ses vêtements avec leurs baïonnettes. Quand ils violaient ma grande sœur, j'ai crié. Alors ils m'ont transpercé 3 fois avec leurs baïonnettes, ici, là et encore là. J'ai perdu connaissance et je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Moi et ma petite sœur, on s'est cachés sous la table sans bouger. J'avais 7 ans, elle en avait 4. On est resté dans la maison avec les cadavres pendant une dizaine de jours. La porte de la maison était à moitié fermée. Je suis entré. J'ai vu une femme qui avait l'air de dormir, allongée sur une table. Elle était toute nue. Il y avait un bâton enfoncé dans son sexe. Elle était morte, allongée comme ça, son corps exposé, le bâton dans le sexe. Au pied de la table, j'ai aperçu un enfant qui serrait un des pieds de la table avec ses bras, comme ça. Ses yeux regardaient fixement la femme. Je pense que c'était sa mère. Qu'est-ce que c'est que cette mort? Comment ont-ils pu violer cette femme et la laisser comme ça devant son enfant? Cette scène m'a traumatisé. Les Japonais sont entrés en guerre sans la déclarer. Les combats sont désignés par le Japon sous le terme d'incident. Le commandement japonais ne se sent pas tenu par les accords internationaux sur le traitement des prisonniers de guerre. Et puisque ce n'est pas la guerre, le fait de devoir appliquer les conventions internationales, comme celles qui protègent les prisonniers, a été très facilement écarté. C'est pourquoi les Japonais ont pu tuer les prisonniers de guerre chinois et piller les civils sans le moindre scrupule. La question du nombre des victimes est l'objet d'un dissensus fort entre la Chine et le Japon. Le tribunal de Tokyo, qui a établi le nombre de 200 000 morts, est contredit par celui de Nankin, qui en déclare 300 000, chiffre officiel et jugé incontestable par Pékin. En réalité, le nombre de morts est bien difficile à établir. Le chaos engendré par la défaite chinoise, puis les années de guerre civile ont pour partie effacé les preuves du massacre, qui n'est d'ailleurs pas circonscrit au sac de l'ancienne capitale. Les exactions commencèrent dès le débarquement à Hangzhou et ont accompagné l'avancée des troupes japonaises le long du Yangtze-Kiang. C'est sur les rives du fleuve Bleu que sont exécutés et parfois enterrés vivants les civils raflés par l'armée japonaise, et dans son lit que se perdent les cadavres. Ils sont tous attachés comme ça, les mains dans le dos. Ils s'agenouillent comme ça, un par un, côte à côte, l'un après l'autre, par rangées de 5 ou 6 personnes. Quand les Japonais leur tirent dessus, les Chinois tombent dans l'étang, pêle-mêle, les uns sur les autres. Et après, une fois qu'ils sont tombés, les Japonais tirent une deuxième fois sur eux pour les achever. Après, on a essayé de tirer les cadavres hors de l'étang, mais on n'y est pas arrivé. Dans la foule, il y avait aussi des gens ordinaires, c'est-à-dire des paysans. Mais nous les avons tous fusillés, car c'était impossible de les distinguer et d'en épargner certains. On les a tous fusillés pêle-mêle. Aujourd'hui, c'est sur ce genre de choses que les journaux protestent.
Au mois de juillet 2006, une enseignante du primaire, Tamaki Matsuoka, a organisé une conférence à Osaka pour informer le public japonais sur l'ampleur du massacre de Nankin. J'ai lu et recueilli moi-même le témoignage de 250 soldats japonais. Je suis allée recueillir à Nankin celui de 180 victimes de l'époque. Le Japon a du mal à faire face à son histoire. La population japonaise, tenue à l'écart des combats en Chine, ignorait tout des crimes de l'armée. Depuis la fin de la guerre, depuis les bombardements sur Tokyo, les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, il est aujourd'hui difficile pour un peuple qui se perçoit lui-même comme victime de reconnaître sa culpabilité. Certains, cependant, s'acharnent à redonner la mémoire à leurs concitoyens, les forçant à considérer la position d'agresseur du Japon durant la période coloniale. Depuis 20 ans, Madame Matsuoka fait du porte-à-porte et recueille le témoignage des anciens soldats encore vivants. La tâche est rude et le poids du tabou écrasant. Mais à force de patience et de ténacité, elle est parvenue à libérer leurs paroles. Vous êtes entré à Nankin sur le pont formé par un tas de cadavres et vous y avez fait ce qu'on appelle du nettoyage, n'est-ce pas? Oui. Comment faisiez-vous concrètement? On entrait dans chaque maison. Dans ces maisons de campagne où il y avait des civils, il n'y avait pas beaucoup de pièces. Mais on entrait et on vérifiait chaque pièce, l'une après l'autre, pour voir s'il y avait quelqu'un. Si on trouvait des gens, on les attrapait et on rentrait au camp pour les remettre au chef. Donc, comme j'en avais attrapé un, j'ai été obligé de le tuer en le transperçant avec ma baïonnette. Et les autres soldats, où étaient-ils à ce moment-là? Ils étaient alignés tout autour de moi. Il y avait tout le monde. Et ils m'encourageaient, ils criaient « Mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y !» Alors seulement j'ai pu, parce que sinon, sans être encouragé de cette manière, jamais je n'aurais été capable de le faire. Alors comme on me le demandait, je l'ai transpercé. Et au moment où je le transperçais, il s'est retourné vers moi et il m'a fixé du regard. Vous l'avez transpercé par derrière? Oui. Il était attaché? Oui, il avait les mains attachées dans le dos, comme ça. Je l'ai transpercé de toutes mes forces. Le bout de la lame est ressorti un peu par devant, là, à côté de l'os. Et alors, il avait une expression terrible sur le visage. Vous savez, on était en guerre. La guerre, c'est fait pour tuer. On était sur les nerfs, à cran. On a pu voir de telles scènes. Mais en temps normal, dans la vie courante, ça n'est pas possible. Comme vous le savez, le Japon a du mal à parler de la guerre d'invasion. Faire parler ces vieilles personnes qui ont énormément de réticences est donc quelque chose de très difficile et délicat. D'autant plus que je viens les faire parler sur les atrocités de la guerre. Il y a une très forte résistance à la parole chez ces vieilles personnes. Avez-vous ressenti de la compassion envers les bourreaux? Jamais. Si nos supérieurs nous avaient fixé des règles plus tôt, on n'aurait pas fait de telles atrocités, comme celle de tuer des enfants. Un type a même pissé sur un bébé. Le bébé représente une gêne quand on veut s'enfuir, n'est-ce pas? Ses parents n'ont pensé qu'à eux-mêmes et ils l'ont abandonné au bord de la rizière avant de s'enfuir. Et un de mes camarades a pissé sur le bébé qui pleurait.
Il lui a pissé dans la bouche. Un soldat japonais? C'est affreux. Oui, c'est horrible. Tout ce que j'ai pu dire, c'est « arrête par pitié ». Mais il était absolument impossible de l'arrêter. C'était de la cruauté pure. Pour moi, c'est ça l'enfer. C'était un véritable enfer. Quelque chose d'atroce. Avant sa mort en 1999, Madame Matsuoka avait recueilli le témoignage de Rikyo Suzuki. C'est son fils Isao qui a repris la poissonnerie de l'ancien soldat japonais. Il ne vous parlait jamais des combats en Chine? Si, il disait « Oh les pauvres, on leur a fait des misères quand le Japon gagnait la guerre. » Que disait-il exactement? Que les Chinois avaient été traités comme des esclaves. Apparemment, ils ont fait n'importe quoi là-bas. Mais vous savez, ils ne voulaient pas tellement parler. Votre père m'a raconté qu'il avait tué beaucoup de Chinois à la mitrailleuse. Oui. Vous l'a-t-il raconté aussi? Oui. Il disait même qu'il était mauvais tireur. Les soldats faisaient cela par groupe de 3. Mais il ne voulait pas tellement raconter ces choses-là. Il disait que la guerre, ce n'était pas bien. C'était à la fin du mois de janvier. Mon beau-père n'était pas très en forme. C'est à ce moment-là que Madame Matsuoka est venue recueillir son témoignage. J'ai pensé que ça le soulagerait. Il a pu raconter, sortir tout ce qui était enfoui dans son cœur sur la guerre et qui l'oppressait. Après ça, je me souviens que son visage avait l'air très serein. Et 2 semaines après, il est tombé gravement malade. Et on a dû l'hospitaliser. Je pense que c'est une bonne chose qu'il ait enfin pu parler de tout ça avant de mourir. Oui, je le pense sincèrement. À cette époque, mon beau-père avait conservé 2 volumes d'albums photos sur la guerre. Il y avait des photos terribles là-dedans, surtout celles où les têtes sont alignées. Ah oui, on a cherché cette photo l'autre jour. Et quoi d'autre? Il y a aussi celle du Chinois aux yeux bandés. Je pense que c'était avant qu'on lui donne un coup de sabre pour le décapiter. Je ne me souviens pas très bien, mais c'était des photos terribles. Il n'était pas rare que les soldats collectionnent ces photographies de têtes coupées. La décapitation dans l'imaginaire martial du Japon, valorisant l'image du guerrier. Durant la marche vers Nankin, le concours dit des 100 têtes coupées fera même l'objet d'une campagne de propagande s'affichant à la une des quotidiens japonais. 2 officiers ont parié pour savoir lequel des 2 parviendrait le premier à tuer 100 personnes. Le quotidien Tokyo Nichi Shimbun, qui s'appelle aujourd'hui Mainichi Shimbun, a publié un premier article sur le lieu où a débuté le concours. Le 2e article est publié quand les soldats arrivent en gare de Changzhou. Le 3e quand ils sont à Zhengjiang, et le 4e quand ils arrivent à Nankin. Le premier soldat a tué 106 personnes, et le second 105. Mais parce qu'il était impossible de les départager, le concours s'est poursuivi jusqu'à ce que l'un des 2 atteigne le chiffre de 150 décapitations. Après la guerre, les 2 soldats japonais ayant participé à cette mascarade macabre seront arrêtés par les autorités chinoises, puis exécutés. À Nankin, les traces du massacre sont partout. Après l'amnésie de l'ère Mao, la mémoire de Nankin a été érigée au milieu des années 80 en cause nationale. Depuis 1985,
Un mémorial s'inspirant du musée Yad Vashem de Jérusalem lui est consacré. Il rend notamment hommage aux 3 étrangers, aux 3 justes de Nankin, qui ont créé une zone de sécurité internationale afin de sauver les civils chinois du massacre. Cette zone de sécurité avait une surface de près de 4 km². Ses frontières étaient limitées par les grandes artères de la ville. En réalité, cette zone de sécurité n'était qu'une convention verbale. La population qui s'y est réfugiée a pu atteindre 250 000 personnes. Mais les soldats japonais ont ignoré cette zone. Ils y sont malgré tout entrés et ils y ont commis des massacres et des viols, ce genre de crimes. Quand on était dans le quartier des réfugiés, les Japonais ont rassemblé les jeunes hommes. Ils devaient monter les uns après les autres sur une table pour que leur famille puisse les identifier. S'il n'y avait personne de la famille pour pouvoir dire qui il était, les Japonais disaient que le jeune homme était un ennemi. Ensuite, les Japonais ont placé d'un côté ceux qu'ils pensaient être des ennemis et de l'autre ceux qui avaient été identifiés par leur famille. Après, de nombreux camions sont venus et ils ont emmené tous ces gens. Les jeunes hommes sont donc partis et on ne sait pas ce qui leur est arrivé, s'ils ont été exécutés ou pas. Pendant plusieurs nuits, les Japonais ont poursuivi leur rafle. John Rabe, un employé allemand de la compagnie Siemens, également membre du parti nazi, se porte volontaire pour diriger la zone de sécurité. Monsieur Rabe a habité en Chine pendant près de 30 ans. Il avait des sentiments très profonds pour la population chinoise de Nankin. Il a donc décidé de rester à Nankin pour protéger les employés chinois de sa société. Rabe tente d'alerter le chancelier allemand de l'ampleur du massacre. Indifférent au sort des Chinois, Hitler refusera de lui apporter son soutien. Pendant son séjour à Nankin, il n'a pas réagi comme un nazi. Au contraire, il a sauvé beaucoup de vies, et notamment chez lui où il y avait un abri anti-bombardement à la cave. Il a protégé à peu près 600 réfugiés là-dedans, femmes et enfants compris. Minnie Vautrin, une missionnaire américaine installée en Chine depuis 1912, dirige le département de pédagogie de l'Université normale de Nankin réservé aux femmes. Au cœur du massacre, son université accueille 15 000 réfugiés. Vautrin, souvent au péril de sa vie, s'oppose aux rafles incessantes des Japonais dans la zone de sécurité et sauve ainsi plusieurs milliers de personnes des exécutions de masse. Tous les jours, elle faisait des allers-retours entre les dortoirs et la porte de l'université pour chasser l'armée japonaise. En réagissant de cette manière, elle prenait le risque de se faire battre par les Japonais. Elle risquait souvent sa vie. Au moment des rafles, elle s'est interposée pour sauver des femmes chinoises. Elle a même essayé à plusieurs reprises de les tirer elle-même des mains des soldats japonais. Ces épreuves, les atrocités commises par l'armée japonaise et auxquelles elle a assisté, l'ont profondément traumatisée. À l'époque, on l'appelait Mademoiselle Chine. Pourquoi Mademoiselle Chine? Vous savez, c'est une grande dame pour les Chinois. Elle est très connue. Elle a protégé les femmes chinoises. On la respecte beaucoup. C'est pour ça qu'on l'appelait Mademoiselle Chine. Un pasteur américain, John Maggie, refuse également de quitter Nankin et s'emploie à prendre soin des réfugiés. Son action la plus salutaire sera de filmer les exactions japonaises. Avec une caméra 16 mm, il a filmé sur place les atrocités de l'armée japonaise à Nankin. Après, son film a été amené, caché sous sa veste, par George Fitch, un autre Américain, jusqu'à Shanghai. À la boutique Kodak de Shanghai, ils ont fait 4 copies du film. Une copie sera donnée aux Français, une autre à une religieuse japonaise, et une autre copie enfin sera ramenée aux États-Unis.
Grâce au témoignage de Maggie, mais aussi de quelques journalistes occidentaux, Nankin fait bientôt la une des quotidiens américains. Après 6 semaines d'horreur, ces révélations mettent fin au massacre, même si les viols et les assassinats perdurent de manière sporadique, jusqu'à la capitulation japonaise, conséquence des bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki. En 1946, John Maggie viendra témoigner au tribunal de Tokyo, qui juge les crimes de l'armée impériale. It was unbelievably terrible. The killing began immediately in several ways, often by individual Japanese soldiers or up to 30 soldiers together going about, each one seeming to have the power of life or death. And then soon there was organized killing of great bodies of men. Son film n'aura pas le temps d'être diffusé dans la salle d'audience, ce qui permettra à certains révisionnistes japonais d'affirmer que le film n'existe pas ou qu'il s'agit d'un faux. Pourtant, les 4 copies du film faites à Shanghai en 1938 ont été préservées. Après la guerre, ces 4 copies sont toutes découvertes. La copie ramenée aux États-Unis sera offerte par Maggie au mémorial du massacre de Nankin. Cette copie est toujours conservée dans notre mémorial. C'est la seule preuve filmée du massacre de Nankin. Nous en sommes reconnaissants à M. Maggie. À l'issue du procès de Tokyo, le général Matsui sera exécuté. Mais le prince Asaka, responsable au même titre du massacre, ne sera jamais inquiété, les Américains souhaitant préserver la famille impériale de la justice internationale. Quant à Rabé et Vautrine, qui ont tous deux témoigné du sac de Nankin dans les journaux intimes publiés après-guerre, leur destin subira le contre-coup des 10 ans de chaos engendrés par le second conflit mondial. Parce qu'il avait adhéré au parti nazi, M. Rabé a été jugé après la guerre par un tribunal en Allemagne. C'est une période très difficile de sa vie. Les Nankinois, qui ont appris sa souffrance, s'en sont eux-mêmes privés afin de lui faire parvenir des vivres. Cela a beaucoup aidé M. Rabé et sa famille à surmonter leurs difficultés. Après la stabilisation de la ville de Nankin, Minnie Vautrine est devenue très déprimée. En 1940, les symptômes de sa dépression se sont aggravés. Au mois de juin, elle est retournée aux États-Unis pour être hospitalisée. Et le 26 mai 1941, elle s'est suicidée au gaz. Quand les Japonais ont cessé de tuer des gens, quand ils ont arrêté le massacre, la zone de sécurité a été supprimée. Le 18 mars 1938, un gouvernement provisoire est constitué. Les organisations humanitaires qui avaient pris en charge la gestion de la ville après le massacre ont été remplacées par un gouvernement de collaboration. Après avoir négocié avec les Japonais, Wang Jingwei, qui s'était opposé à Chiang Kai-shek, a fondé son propre gouvernement. De 1940 à 1945, le gouvernement Wang Jingwei a administré Nankin et les provinces environnantes. Les Japonais m'ont profondément blessé, mentalement et physiquement. Je souffre encore beaucoup de tout cela et ils ne m'ont même pas présenté d'excuses. Depuis quelques années, la négation du massacre de Nankin prend de l'ampleur au Japon. 2 révisionnistes accusent Shia Shushin dans leur livre d'avoir fabriqué son témoignage. Ils prétendent que la survivante du massacre n'est pas l'enfant qui figure sur ces clichés filmés par Maggie. Le fait que tant de Chinois aient été tués, c'est faux. Et le massacre de Nankin, c'est faux.
Et les 300 000 victimes, c'est aussi faux. Moi, j'étais une enfant ramassée du tas de cadavres. Avec ma petite sœur, on est devenues des orphelines. En 2005, ils m'ont attaqué devant le tribunal de Tokyo. C'est moi qu'ils attaquent. Vous vous rendez compte? Ils m'attaquent, moi. À ce moment-là, j'étais très malheureuse. Oui, si malheureuse. Je n'ai pas encore gagné le procès, car maintenant ce sont eux qui m'accusent. J'ai été tellement furieuse que j'en ai presque perdu la vue. Toute ma famille a été massacrée. J'ai tellement souffert depuis mon enfance. Chia a porté plainte pour diffamation et gagné un premier procès à Nankin, mais l'affaire judiciaire se poursuit à Tokyo. Désormais, c'est elle qui est attaquée devant les tribunaux japonais. Au tribunal de Tokyo, 2 avocats bénévoles japonais, révoltés par les allégations des révisionnistes, se sont chargés de la défense de Chia Shushin. En ce qui me concerne, cela fait 10 ans que je m'occupe des procès et des compensations financières pour les victimes chinoises de la guerre. Ici, il y a des livres comme celui de M. Higashi Nakano, qui nie le massacre de Nankin et qui se vendent bien. Si c'était en Allemagne, ce genre de thèse révisionniste serait puni par la justice. Mais au Japon, on trouve beaucoup de publications qui s'appuient sur des thèses révisionnistes. C'est vraiment regrettable. Ce livre a été écrit pour nier le massacre de Nankin. Pour cela, l'auteur s'est attaqué à 2 témoins symboliques, Madame Lee et Madame Chia, en les traitant de faux témoins. Vous comprenez, si le symbole du massacre est faux, cela signifie que l'événement lui-même est faux. De leur côté, les écrivains révisionnistes sont défendus par Katsuhiko Takaike, l'avocat attitré des causes d'extrême droite au Japon. Nous avons été obligés d'engager un procès ici pour dire que le procès qui a eu lieu en Chine n'a aucun sens. Ce n'est pas nous qui avons voulu blesser Madame Chia. Mais c'est elle qui, au lieu de laisser courir les passages qui la concernent, a engagé le procès contre nous. Je suis convaincu que notre action est une excellente chose, car tout cela a été inventé par la Chine. À Nankin, à Pékin, partout en Chine, il y a une centaine de musées anti-japonais. Et ce phénomène est très récent. Je comprendrais si ces musées existaient depuis longtemps, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez donc que tout cela est très politique. Je pense que notre action contribuera au contraire à freiner cette surenchère par la Chine. Takaike est également vice-président de la Tsukurokai, un groupe d'intellectuels nationalistes et révisionnistes qui considèrent l'enseignement de l'histoire au Japon comme masochiste. La Tsukurokai milite depuis 1997 pour un libéralisme historique et une reconquête de la fierté nationale. Je suis effectivement parti d'une interrogation. Les Japonais de la génération de nos pères ont-ils vraiment massacré 300 000 civils? Ainsi, à Nankin, je pense qu'il y a eu quelques victimes, mais ça se passe toujours ainsi dans toutes les guerres. Et je dis formellement que ce que l'on appelle le massacre de Nankin n'a pas existé. Un professeur d'histoire, le professeur Yenaga, était parvenu au prix d'une interminable bataille judiciaire à inscrire les termes de massacre de Nankin et de guerre d'invasion dans les manuels scolaires. Ceux de la Tsukurokai font aujourd'hui table rase de ces avancées pédagogiques. Toutefois, leur influence demeure très relative. Nous avons seulement édité des manuels destinés au collège, un manuel d'histoire et un autre d'éducation civique. Sur l'ensemble de ceux qui sont utilisés dans les établissements scolaires, le pourcentage des manuels de la Tsukurokai est de 0,4%. Auprès du public japonais, l'idéologie défendue par la Tsukurokai passe donc par d'autres médias, et notamment par les bandes dessinées de Yoshinori Kobayashi.
Depuis plusieurs années, le célèbre mangaka, membre de la Tsukurokai, s'évertue dans chacun de ses albums à glorifier l'armée impériale et à nier les preuves du massacre de Nankin. Depuis la seconde moitié des années 90, les mangas dans lesquels il exprime sa vision de l'histoire se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires. C'est un chiffre extrêmement important. Quand vous parlez de l'histoire à des étudiants dans une salle de classe, vous ne pouvez plus exclure l'idée qu'il y a forcément quelqu'un qui a été formé et armé par les arguments développés par Kobayashi. Je considère que son influence est énorme et profonde. Par conséquent, quand on parle de la montée du nationalisme, de la droitisation de l'esprit japonais des années 90 à aujourd'hui, on ne peut plus ignorer l'influence des mangas de Kobayashi. Le nationalisme de l'ère coloniale, discrédité depuis la défaite de 1945, connaît un renouveau spectaculaire au Japon. Le temple Yasukuni, vestige du militarisme et de l'impérialisme nippon, en est le premier symbole. C'est un sanctuaire Shinto, une institution religieuse qui date de la restauration de l'ère Meiji de 1868. Il a été créé par le gouvernement qui voulait instaurer un État-nation et il célèbre les âmes des soldats japonais morts à la guerre en les glorifiant comme divinités. Il se présente comme un temple shintoïste, le shintoïsme étant la religion traditionnelle du Japon, mais en réalité, c'est un instrument de l'État au service de la guerre. Parce que les responsables du massacre de Nankin y sont honorés à l'égal des dieux, chacune des visites de l'ancien Premier ministre à ce temple provoque des émeutes à Pékin et des tensions diplomatiques. En s'obstinant à visiter le temple Yasukuni, les dirigeants japonais donnent le sentiment de mépriser le peuple chinois. Ces visites constituent un obstacle majeur au développement des relations entre nos deux pays. Je dois souligner que la reconnaissance et un traitement honnête de cette partie de l'histoire ont été les bases politiques qui ont permis la normalisation des relations entre la Chine et le Japon. C'est également une base très importante pour la relation entre nos deux pays dans l'avenir. Je pense que le Premier ministre se rend à Yasukuni prier pour bien signifier que le Japon est une nation munie d'une puissance militaire capable de préparer la guerre. Dans le cas du Premier ministre Koizumi, le fait qu'il a soutenu la guerre d'Irak en envoyant des forces terrestres sur le terrain et ses visites à Yasukuni, selon moi, sont étroitement liées. L'attitude de Pékin n'est cependant pas dénuée d'arrière-pensée géostratégique. Pour la Chine, nazifier le Japon, le cantonner dans son rôle de vaincu, c'est aussi lui barrer la route au Conseil de sécurité de l'ONU, briser son partenariat avec Taïwan et prendre l'avantage dans la guerre économique que se livrent les deux géants asiatiques. Au mois d'août 2004, un match de football qui oppose la Chine au Japon tourne à l'affrontement entre les supporters des deux pays. Peu après, le consulat du Japon à Pékin sera dévasté par une foule en colère. On peut dire que le sentiment anti-japonais est assez fort de nos jours. Et ce sentiment est alimenté par le massacre de Nankin, par la visite au temple Yasukuni de Junichiro Koizumi et aussi par l'absence du massacre de Nankin dans les livres pédagogiques. Ce sont ces éléments qui attisent la colère des Chinois. Les dirigeants japonais prétendent que lorsqu'ils se rendent au temple Yasukuni, c'est pour rendre hommage aux morts de cette guerre et pour prier la paix dans le monde. Aujourd'hui, on peut prier pour la paix dans le monde de bien des manières différentes. Celle-ci, en revanche,
celle qui consiste à rendre hommage aux criminels de guerre et à blesser le sentiment des victimes, cette manière de prier pour la paix dans le monde est tout à fait inédite. Depuis le mandat de l'ancien Premier ministre, le Japon ne cesse d'amender sa constitution pacifiste afin de pouvoir user d'une force de dissuasion en cas d'agression étrangère. Si bien qu'aujourd'hui, son budget militaire est le deuxième au monde. La fierté nationale passe désormais par la revendication d'un passé héroïque qui doit faire l'impasse sur les crimes de l'armée impériale. Pour que survive la grandeur militaire du Japon, il s'agit de nier ou d'atténuer les exactions de l'armée en Chine et en Corée. Le musée du temple Yasukuni, qui célèbre les héros de l'ère coloniale, rend même un hommage appuyé aux kamikazes de la guerre du Pacifique. Le gouvernement japonais, qui demeure ambigu sur la question du temple Yasukuni ou sur celle des manuels scolaires, n'accepte pas l'image d'un Japon révisionniste. Il veut croire au contraire dans les promesses d'une réconciliation avec la Chine. Nous protestons fermement contre la critique selon laquelle le Japon ne reconnaît pas les faits et ne regarde pas son passé en face. Pour répondre à votre question sur l'appréciation du ministère japonais des Affaires étrangères sur le massacre de Nankin, nous pouvons le résumer en une phrase. Nous leur avons porté un terrible préjudice. Cette affaire a été examinée par le procès de Tokyo. Et en acceptant entièrement les jugements du procès, le Japon a pu réintégrer la communauté internationale. C'est un fait incontestable. Quant à la question de savoir comment construire une mémoire commune, il n'y a qu'une réponse possible. Il faut un travail commun pour construire une mémoire commune. Construire une mémoire commune, telle est l'ambition de deux enseignants d'histoire, le professeur Buping en Chine et le professeur Kasahara au Japon. Ces deux historiens ont mis leur savoir et leur volonté de réconciliation en commun pour concevoir un manuel d'histoire qui se présente comme l'antithèse des manuels révisionnistes de la Tsukurukai. Édité en chinois, en japonais et en coréen, le texte est identique dans les trois langues, à une nuance près. Il est impossible d'évaluer le nombre exact des victimes, car du côté japonais, l'armée a détruit les documents officiels relatifs au massacre immédiatement après la défaite. Pour la Chine, le massacre de Nankin est le symbole de l'invasion japonaise. Il était donc humain d'accentuer l'ampleur des atrocités qu'ils ont évaluées à 300 000. Oui, on a un point de vue différent sur le nombre de victimes. À vrai dire, même en Chine, plusieurs chiffres circulent. Finalement, sur la question du massacre de Nankin, nous avons utilisé deux chiffres, celui du tribunal de Tokyo et celui du tribunal de Nankin. En Chine, la mémoire du massacre de Nankin a émergé dans le sillage des grandes réformes néolibérales des années 80. Elle a fait ressurgir un nationalisme qui s'est opportunément développé sur les ruines du communisme et qui s'est structuré dans son opposition au Japon. Pourtant, la sacralisation du massacre a eu une conséquence inattendue. Elle a fait prendre conscience, dans un pays qui compte près d'1,5 milliard d'habitants, de la valeur de chaque vie humaine et rend aujourd'hui possible une réflexion encore timide mais bien réelle sur la question des droits de l'homme. Au mois de septembre 2006, Shinzo Abe, qui était membre du gouvernement Koizumi, a été nommé Premier ministre au Japon.
Plus discret et moins provocateur que son prédécesseur, Shinzo Abe n'en est pas moins réputé proche des milieux révisionnistes. Conscient de la dégradation des relations sino-japonaises, le nouveau Premier ministre ne se rendra vraisemblablement pas au temple Yasukuni. Quelques jours avant la nomination d'Abe, le prix Nobel de littérature japonais Kenzaburo Oe, de sa propre initiative, décidait de visiter le mémorial de Nankin et d'assumer symboliquement les crimes commis naguère par son pays.